Dr. Elena Rodriguez retint son souffle alors qu'elle regardait l'impossible se dérouler sous ses yeux. 3 mètres d'espace vide les séparaient, mais cela aurait aussi bien pu être un océan. D'un côté était assis Tao, un lion mâle adulte de 190 kilos avec une épaisse crinière châtaigne et des yeux ambrés remplis de confusion. De l'autre côté, blotti avec soin dans les bras d'Elena, se trouvait Kazi, un lionceau orphelin de 2 kilos dont la mère était morte en lui donnant la vie 72 heures plus tôt. Le minuscule paquet doré se tortillait contre sa poitrine, émettant des miaulements aigus qui semblaient percer le silence de l'après-midi du sanctuaire sud-africain. Elena savait que ce moment déciderait de tout. Si cela échouait, le lionceau ne survivrait pas. Si cela réussissait, cela défierait toutes les lois de la nature qu'elle connaissait. Elle fit un pas en avant, puis un autre, réduisant la distance entre une âme perdue et le miracle qui pourrait le sauver. Tao inclina la tête sur le côté dans ce geste étrangement canin qui brisait toujours le cœur d'Elena. Il la regarda approcher avec la même patience obéissante qu'il montrait pour tout ce que les humains lui demandaient. Il ne savait pas qu'il était un lion. Il ne l'avait jamais appris. Et dans 60 secondes, cette minuscule créature dans ses bras allait lui apprendre ce que 3 ans de réhabilitation n'avaient pas réussi à accomplir. Elle s'agenouilla lentement, ses genoux touchant l'herbe douce du territoire neutre qu'ils avaient choisi pour cette introduction. Avec des mains tremblantes, elle posa Kazi sur le sol, le positionnant juste comme il fallait, puis elle recula. Le lionceau vacilla sur des pattes instables, ses yeux à peine ouverts, son corps entier plus petit que l'énorme patte de Tao. Pendant un instant éternel, personne ne bougea. Puis Kazi fit ce que son ADN commandait. Il vit grand, il vit doré, il sentit le lion. Il trébucha directement vers Tao, pleurant son père. Si vous regardez cette histoire, vous faites partie de quelque chose d'extraordinaire. Chez Wildart Stories, nous ne partageons pas seulement des contes. Nous célébrons les liens impossibles qui connectent tous les êtres vivants par-delà les frontières que nous pensons nous diviser. Chaque abonnement nous aide à mettre en lumière davantage de ces histoires vraies, atteignant des personnes du monde entier qui ont besoin de se souvenir que l'amour transcende les espèces, que la famille aide plus que le sang, et que parfois les âmes les plus brisées deviennent les plus puissants guérisseurs. Si cette histoire vous touche, veuillez vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous permet de continuer à documenter ces connexions miraculeuses qui prouvent que le règne animal est bien plus beau et complexe que nous ne l'avons jamais imaginé. Merci d'être là. Maintenant, poursuivons l'incroyable voyage de Tao et Kazi. 4 mois avant ce moment, Tao était arrivé au sanctuaire Wild Heart à Limpopo, portant le poids d'une crise d'identité qui le tuait lentement. Il avait 3 ans, magnifique à regarder et complètement perdu. Son histoire avait commencé par une tragédie, comme tant d'histoires sauvages. Ozian. Des braconniers avaient tué sa mère quand il n'avait que 3 semaines, quelque part dans la nature sud-africaine. Ils voulaient sa peau, ses os, ses parties de corps pour le commerce illégal. Ils avaient laissé son lionceau mourir seul dans l'herbe. Si Michael et Sarah n'avaient pas mené de recherche dans cette zone, s'ils n'avaient pas entendu ses faibles pleurs, Tao aurait survécu peut-être 12 heures avant que la déshydratation ou les prédateurs ne le réclament. Michael et Sarah étaient des défenseurs de l'environnement américain qui dédiaient leur vie à la protection de la faune. Ils avaient sauvé Tao avec les intentions les plus pures. Ils allaient le réhabiliter, l'élever avec soin, et finalement le relâcher dans une zone protégée où il pourrait vivre comme les lions étaient censés vivre. Mais Tao était trop jeune. La fenêtre pour l'empreinte sauvage s'était déjà refermée. Quand un lionceau est séparé de sa mère avant l'âge de 4 semaines, quelque chose de fondamental se brise dans son développement. Tao regardait Michael et Sarah et voyait ses parents. Son cerveau les avait marqués comme sa fierté. Tout le reste n'était que confusion. Ils ne l'avaient pas élevé dans leur maison comme un chat domestique. Ils n'étaient pas naïfs. Ils comprenaient les dangers et l'éthique impliqués. Mais leur propriété rurale en Afrique du Sud était vaste
Et ils avaient construit des structures spécialisées pour Tao. Une plateforme de couchage surélevée que Michael avait construite avec du bois solide, des zones d'alimentation avec des gamelles à des heures précises, un vaste territoire clôturé pour sa sécurité et celle des autres. Tao y vécut pendant ses 18 premiers mois, et chaque jour, il devenait moins lion et plus quelque chose d'entièrement différent. Il dormait sur sa plateforme comme une personne dans un lit. Il mangeait à heure fixe dans des gamelles. Il répondait quand on l'appelait par son nom. Il jouait avec des balles et des cordes comme un énorme chien doré. Il ne rugissait pas. Il faisait de doux chuffing sounds quand il était heureux. Il ne traquait ni ne chassait. Il attendait patiemment ses repas. Il ne marquait pas son territoire, ni ne patrouillait les limites. Il suivait Michael et Sarah comme un chiot perdu, cherchant leur approbation, leur toucher, leur attention. Quand il s'asseyait dehors le soir, Tao posait son énorme tête sur les genoux de Sarah, ronronnant comme un chat domestique surdimensionné pendant qu'elle le grattait derrière les oreilles. Michael lui avait appris des tours. Ici, reste, viens. Tao les avait tous appris avec la dévotion empressée d'un chien désireux de plaire à ses chefs de meute. Il savait que cela ne pouvait pas durer éternellement. À mesure que Tao grandissait, que sa force augmentait, que ses besoins devenaient plus complexes, Michael et Sarah firent une face à la réalité qu'ils ne pouvaient pas lui fournir ce dont il avait vraiment besoin. Ils l'aimaient désespérément, mais l'amour seul ne suffisait pas. À 10 mois, ils tentèrent la première introduction à d'autres lions. Ils emmenèrent Tao visiter un sanctuaire voisin, espérant qu'il reconnaîtrait les siens, qu'il ressentirait une étincelle d'appartenance. Ce fut un désastre. Tao jeta un coup d'œil aux autres lions et se figea dans une terreur absolue. Ces créatures dorées qui rugissaient, se battaient et se déplaçaient avec une grâce prédatrice lui étaient étrangères. Il se pressa contre la clôture, tremblant, émettant des sons de détresse déchirants à observer. Il ne se reconnaissait pas en eux. Il était humain. Ils étaient des monstres. Michael et Sarah essayèrent plusieurs fois au cours de l'année suivante. Différents sanctuaires, différents lions, introductions contrôlées et prudentes. Rien ne fonctionna. La peur de Tao ne fit que s'intensifier. Au moment où il eut 3 ans et pesait 190 kilos, la décision devint inévitable. Il ne pouvait plus le garder en toute sécurité. Leur propriété, aussi vaste fût-elle, n'était pas suffisante pour un lion mâle adulte. Plus important encore, Tao avait besoin de quelque chose qu'il ne pouvait pas lui donner. Il avait besoin d'un but. Il avait besoin d'une identité. Il avait besoin de comprendre ce qu'il était. Les larmes aux yeux et le cœur brisé, ils transportèrent Tao au sanctuaire Wild Heart. C'était l'un des meilleurs sanctuaires de grands félins d'Afrique du Sud, avec des territoires immenses, un personnel expert et une philosophie axée sur le bien-être psychologique de leurs résidents en plus de leur santé physique. Si un endroit pouvait aider Tao à se retrouver, ce serait celui-ci. Michael et Sarah firent leurs adieux par un matin ensoleillé de mars. Tous deux sanglotaient tandis que Tao les regardait avec ses yeux ambrés confus, qui posaient la question qu'il ne pouvait pas exprimer. « Pourquoi me quittez-vous » Les 4 premiers mois au sanctuaire furent une agonie pour toutes les personnes impliquées. Tao n'était pas dangereux. C'était en fait une partie du problème. Il était complètement docile avec les humains, ce qui signifiait qu'il suivait constamment les membres du personnel, cherchant l'interaction que son cerveau était programmé pour désirer. Il dormait sur la plateforme qu'ils lui avaient construite, mais il passait ses nuits éveillé, regardant vers les habitations du personnel, attendant que Michael et Sarah reviennent le ramener chez lui. Ils ne le firent jamais. Les autres lions du sanctuaire ne savaient pas quoi faire de lui. Certains l'ignoraient complètement. D'autres l'intimidaient avec des démonstrations de dominance auxquelles Tao ne savait pas comment réagir. Il ne pouvait pas parler leur langue. Quand ils s'approchaient de manière qu'ils pensaient amicale, ils interprétaient cela comme étrange ou menaçant. Son langage corporel était tout faux. Ses vocalisations étaient pathétiques pour un mâle adulte.
Il faisait de doux sons quand il devrait rugir. Il montrait de la soumission quand il devrait montrer de la force. C'était une chose en forme de lion qui se déplaçait dans le monde comme un humain confus dans le mauvais corps. Le personnel essaya tout. Des activités d'enrichissement conçues pour stimuler les instincts de chasse. Des jouets qui bougeaient de manière imprévisible, des pistes olfactives à suivre, de la nourriture cachée dans des boîtes de la énigme. Tao regardait tout cela avec un désintérêt poli, comme s'il leur faisait plaisir, mais ne comprenait pas l'intérêt. Lorsqu'ils introduisirent de la viande fraîche avec de la fourrure encore attachée, essayant de déclencher quelque chose de primal, Tao la renifla avec un dégoût visible et attendit que quelqu'un la prépare correctement pour lui. Il ne mangeait pas avant qu'il n'enlève les poils. Dr. Elena Rodriguez regardait Tao se détériorer émotionnellement jour après jour. Il mangeait moins. Il n'explorait pas son territoire. Il ne montrait aucun intérêt pour ce qui l'entourait. La dépression chez les animaux est réelle et mesurable, et Tao sombrait rapidement. Elena avait déjà travaillé avec de grands félins élevés par des humains. Elle comprenait les défis, mais elle n'avait jamais vu un cas aussi grave. Tao ne luttait pas seulement pour s'adapter. Il abandonnait lentement la vie elle-même. Il existait dans un espace liminal entre deux mondes, n'appartenant à aucun, compris par personne. Elena passa des heures à l'observer, à lire ses schémas comportementaux, à consulter des spécialistes du monde entier. Rien dans la littérature ne l'avait préparé à Tao. Il était unique. La plupart des grands félins élevés par des humains conservaient un certain comportement instinctif. Ils préféraient peut-être la compagnie humaine, mais ils savaient toujours comment être de leur espèce. Tao n'avait rien de tout cela. C'était comme si la programmation essentielle qui faisait d'un lion avait été complètement réécrite par son empreinte précoce sur Michael et Sarah. Il était fonctionnellement d'une conscience humaine piégée dans le corps d'un lion, et le tourment psychologique de cette réalité le détruisait. Puis vint l'appel d'urgence qui changea tout. C'était début juin lorsqu'un autre centre de conservation à 200 km de là contacta le sanctuaire en désespoir de cause. Une jeune lionne était morte pendant la mise bas. C'était sa première grossesse et des complications étaient survenues que le personnel vétérinaire n'avait pas pu résoudre à temps. Ils avaient sauvé le lionceau, un petit mâle, mais il était faible et avait besoin de soins intensifs immédiatement. Plus important encore, il avait besoin d'un parent adoptif dès qu'il serait stabilisé. Les lionceaux séparés de leur mère avant 8 semaines développent fréquemment de graves problèmes psychologiques. Ils ont besoin d'un contact physique constant, de chaleur, de sécurité, de l'odeur et du son d'une figure parentale. Sans cela, ils ne réussissent pas à s'épanouir, même si leurs besoins physiques sont satisfaits. Le problème était simple et impossible. Le sanctuaire n'avait pas de lionnes disponibles pour l'adoption. Les lionnes résidentes avaient soit leur propre lionceau, soit étaient trop vieilles. L'autre centre de conservation était encore plus limité. Il faisait face à la déchirante réalité que ce lionceau qui avait tant lutté pour survivre à sa naissance traumatisante pourrait ne pas s'en sortir simplement parce qu'il n'avait personne pour être sa mère. Elena prit l'appel personnellement. Elle arrangea le transport immédiat du lionceau au sanctuaire Wild Heart, où il disposait de meilleures installations de soins néonatales. Pendant 48 heures, Elena et son personnel travaillèrent sans relâche. Le lionceau qu'elle nomma Kadzi, signifiant travail en Swahili, parce qu'il leur donnait tant de travail, était gravement déshydraté et faible. Il avait besoin de fluide, de chaleur, d'une surveillance toutes les 2 heures. Elena dormit dans la clinique avec lui, le nourrissant au biberon toutes les 3 heures, vérifiant sa température, sa respiration, son minuscule rythme cardiaque. Lentement, miraculeusement, Kazi se stabilisa. Il n'était pas hors de danger, mais il était assez fort pour survivre. Vint maintenant la partie impossible. Qui l'élèverait? Elena était en train de revoir ses options limitées quand Thomas, l'un des soigneurs les plus expérimentés du sanctuaire, fit une suggestion qui sonna comme une folie absolue. « Et Tao? »
Elena rit, non pas par amusement, mais par l'absurdité pure de la chose. Tao avait à peine réussi à prendre soin de lui-même. Comment pourrait-il s'occuper d'un nouveau-né sans défense? Thomas persista. Il avait observé Tao de près pendant des mois. Il avait vu quelque chose qu'Elena avait pu manquer dans son évaluation clinique. Tao était perdu parce qu'il n'avait pas de but. Il ne savait pas qui il était censé être. Mais les bébés, argua Thomas, les bébés éveillent quelque chose d'instinctif, même chez les animaux les plus confus. De plus, ils n'avaient vraiment aucune autre option. Caddy ne survivrait pas seul. Elena passa une nuit blanche à y réfléchir. Chaque partie rationnelle de sa formation disait que c'était imprudent. Tao n'avait jamais montré de comportement parental. Il n'avait jamais montré de comportement de lion complexe du tout. Il était essentiellement un très grand animal de compagnie très dangereux qui se trouvait ressembler à un prédateur sauvage. Mais l'alternative était de regarder ce lionceau s'éteindre lentement par manque de lien. Elle prit la décision à l'aube. Ils essayeraient à le surveilleraient attentivement. Au premier signe de danger, elle interviendrait, mais il donnerait à Tao cette seule chance de découvrir quelque chose qu'il ne savait peut-être même pas exister en lui. La rencontre fut fixée en fin d'après-midi, lorsque la lumière était douce et que les deux animaux seraient calmes. Elena choisit une zone neutre, un espace que ni Tao ni aucun autre lion ne considérait comme son territoire. Pas de stress dû aux instincts territoriaux, juste de l'herbe vide et deux âmes sur le point de se rencontrer. Thomas amena Tao le premier, le guidant avec des mots doux jusqu'au centre de la zone. Tao le suivit docilement, s'asseyant exactement là où Thomas l'indiquait, levant les yeux pour sa prochaine instruction. Il n'avait aucune idée que quelque chose qui changerait le monde était sur le point de se produire. Eltna sortit du bâtiment, portant Casey enveloppé dans une couverture douce. Le lionceau dormait, épuisé par son épreuve, son minuscule corps doré chaud et étonnamment lourd pour quelque chose d'aussi petit. Elle sentait son rythme cardiaque contre sa poitrine. Elle marcha lentement sur l'herbe, chaque pas semblant monumental. Tao la regarda approcher avec une légère curiosité. Puis Elena s'agenouilla et déballa soigneusement la couverture, plaçant le lionceau nu sur l'herbe à 3 mètres de Tao. Caddy émit un petit son de protestation en perdant sa chaleur. Puis ses yeux s'ouvrirent légèrement, flous et bleus, comme tous les nouveau-nés prédateurs sont bleus avant que leur couleur adulte ne se développe. Elena se leva et recula. Elle se positionna là où elle pouvait intervenir, mais sans influencer l'interaction. Son cœur battait si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. Tout dépendait des 60 secondes suivantes. Tao fixa la petite chose dorée sur l'herbe, la tête penchée dans cette confusion caractéristique. Qu'est-ce que c'est? Casey, agissant par pur instinct et besoin, se fixa sur la seule grande présence dorée dans sa vision limitée. Son ADN ne se souciait pas qu'il n'ait jamais rencontré son vrai père. Son ADN ne se souciait pas que sa mère soit morte. Son ADN disait « Grand lion mâle adulte, père et sécurité et survie ». Le minuscule lionceau commença à ramper vers Tao, traînant son corps sur l'herbe avec une détermination déchirante à regarder, pleurant avec ses miaulements aigus que la nature a conçus spécifiquement pour percer le cœur des prédateurs adultes et déclencher des réponses protectrices. Tao ne bougea pas. Il regarda cette version miniature de lui-même lutter pour l'atteindre. Son expression était absolument sidérée. Casey atteignit sa patte et commença immédiatement à frotter son visage contre la cheville de Tao, marquant son odeur, revendiquant, appelant « Je suis à toi, tu es à moi, s'il te plaît, sois mon père ». Tao baissa son énorme tête et renifla soigneusement le lionceau. Ses yeux s'écarquillèrent. Quelque chose dans cette odeur, quelque chose dans ses pleurs, quelque chose dans le besoin désespéré émanant de cette petite créature toucha quelque chose de profond dans le cerveau confus de Tao. Casey essaya de grimper le long de la patte de Tao, voulant atteindre sa poitrine, son cou, voulant être porté comme les lionceaux sont portés.
Tao leva légèrement sa patte, incertain, et quasi dégringola. Le minuscule lionceau laissa échapper un cri de détresse, et quelque chose sur le visage de Tao changea. Ses oreilles se rabattirent, ses yeux s'adoucirent, et puis, se déplaçant avec un soin et une délibération que personne n'avait jamais vu de sa part, Tao baissa tout son corps au sol. Il s'allongea à plat, se rendant aussi peu menaçant et accessible que possible. Quasi n'hésita pas. Il rampa sur la patte avant de Tao, grimpa par-dessus son énorme patte et trouva l'espace entre les pattes avant de Tao. Il se blottit dans la chaleur, pressant son visage contre la fourrure épaisse, et poussa un long soupir de contentement. Puis il s'endormit, faisant entièrement confiance, complètement en sécurité. Tao ne bougea pas pendant 4 heures. Sa patte s'engourdit, ses muscles se contractèrent, mais il resta parfaitement immobile, protégeant la petite vie qui avait décidé qu'il était la sécurité. Alena le regarda, les larmes coulant sur son visage, alors que ce lion perdu, confus, brisé, découvrait ce que signifiait être nécessaire. Les yeux de Tao, habituellement si vides et tristes, étaient écarquillés d'émerveillement. Il regarda Helena comme pour demander « Est-ce réel? Est-ce à moi de le garder? » Elle hocha la tête, n'osant pas parler. « Oui, Tao, il est à toi. Et peut-être, juste peut-être, tu vas enfin comprendre qui tu es vraiment. » La première nuit fut une révélation enveloppée de chaos, enveloppée de tendresse. Helena décida de garder Tao et Casey dans la zone neutre pendant ces 24 premières heures. Voulant minimiser le stress pendant qu'ils se liaient, elle installa discrètement des équipements de surveillance, se positionna à proximité où elle pouvait observer sans interférer et se prépara à rester éveillée toute la nuit si nécessaire. Elle n'avait pas eu à s'inquiéter de rester éveillée. Les sons seuls l'auraient tenue en alerte. Quasi se réveillait toutes les 2 heures comme une horloge, son petit corps exigeant de la nourriture selon un horaire que les nouveau-nés suivent avec une précision mathématique. Chaque fois qu'il se réveillait, il pleurait, et chaque fois qu'il pleurait, Tao paniquait. La première fois que cela se produisit, vers 22 heures, les hurlements de faim de Quasi percèrent l'obscurité. Tao se réveilla en sursaut de son premier vrai sommeil depuis des mois. Complètement désorienté, il baissa les yeux vers la petite créature pressée contre sa poitrine et sembla se souvenir. « Oh oui, la petite chose, ma petite chose, mais que faire des pleurs? » Il tenta de lécher Quasi, traînant sa langue rêche sur la petite tête du lionceau avec la douceur de quelqu'un manipulant des explosifs. Quasi pleura plus fort. Tao regarda vers Helena qui observait, son expression suppliante. « Aide! Je ne comprends pas. » Helena s'approcha lentement et s'agenouilla à leur côté. Elle avait préparé des biberons de formule plus tôt. Elle montra à Tao comment positionner Quasi, comment le tenir fermement pendant qu'elle le nourrissait. Tao observa avec une concentration absolue, comme un étudiant prenant des notes sur la conférence la plus importante de sa vie. Au 3e repas, à 4 heures du matin, quelque chose de magique se produisit. Quasi se réveilla en pleurant, et avant qu'Helena ne puisse s'approcher, Tao souleva délicatement le lionceau avec sa gueule, le portant par la nuque, comme les lionnes mères portent leur bébé. C'était maladroit, sans pratique, mais l'instinct était là. Il amena Quasi à Helena, le déposa soigneusement devant elle, puis se recula en attendant. « Nourrisse-le, s'il te plaît. Je ne sais pas encore comment, mais je sais qu'il en a besoin. » Helena pleura en nourrissant Quasi cette fois-ci, comprenant que les instincts paternels de Tao ne se réveillaient pas seulement. Ils jaillissaient d'un endroit profond qu'il ne savait même pas exister. Les semaines suivantes furent une belle comédie d'erreurs, alors que Tao apprenait la paternité par l'essai, l'erreur et la pure détermination. Il ne savait pas comment porter Quasi correctement au début. Ses premières tentatives ont abouti à ce que le lionceau pende inconfortablement de sa gueule, les pattes ballantes, faisant des sons de protestation. Mais Tao s'adapta.
Il pratiqua. À la fin de la première semaine, il pouvait transporter Caddy en douceur d'un endroit à l'autre. Toujours doux, toujours prudent. Il ne savait pas jouer. Lorsque Caddy, grandissant plus fort et plus audacieux de jour en jour, lançait son petit corps sur Tao dans des attaques simulées, Tao se figeait. Il comprenait que ce n'était pas une agression réelle, mais il n'avait aucun cadre pour une réponse appropriée, alors il improvisa. Il tapotait délicatement Caddy avec une patte massive, juste assez pour faire tomber le lionceau sans danger. Caddy adorait ça. Il se relevait en rampant et attaquait à nouveau, et Tao le tapotait à nouveau. Et lentement, maladroitement, ils développèrent leur propre langage de jeu. Tao essaya de nourrir Caddy de la seule façon qu'il connaissait. Quand venait l'heure des repas de Caddy, Tao poussait le bol de viande préparé vers le lionceau avec son nez, attendant avec impatience. Caddy, seulement âgé de 3 semaines et toujours allaité, regardait le bol dans une confusion totale. Elena dut expliquer délicatement à Tao, tout en se demandant s'il comprenait même ses mots, que les lionceaux avaient besoin de lait, pas de viande, pendant de nombreuses semaines encore. Tao sembla l'accepter, bien qu'il continuât à vérifier le bol à chaque repas, comme s'il espérait que les règles auraient pu changer. Mais les changements les plus profonds n'étaient pas dans ce que Tao apprit à faire. Ils étaient dans ce qu'il était en train de devenir. Dès la première semaine de paternité, Tao déplaça tout son lieu de sommeil. Il avait toujours dormi sur sa plateforme surélevée, ce qui ressemblait le plus à un lit humain qu'il pouvait avoir, mais Caddy ne pouvait pas y grimper. Caddy avait besoin d'être au sol, alors sans aucune incitation du personnel, sans aucun débat interne apparent, Tao abandonna sa plateforme. Il commença à dormir sur le sol, son corps enroulé de manière protectrice autour du minuscule lionceau, renonçant à son confort pour les besoins de son fils. C'est là que mon enfant a besoin de moi. Par conséquent, c'est là que je dois être. Dans la deuxième semaine, quelque chose d'encore plus remarquable se produisit. L'un des autres lions mâles du sanctuaire, un animal territorial nommé Jabari, qui avait toujours ignoré Tao, s'approcha de leur zone. Il n'était pas agressif, simplement curieux du nouveau venu, mais il s'approcha trop. Tao, qui avait passé 3 ans à être intimidé par d'autres lions, qui avait toujours craint et s'était soumis, se leva. Il se plaça entre Jabari et Caddy et il grogna. Ce n'était pas le son pathétique qu'il avait toujours émis. C'était grave, profond, authentique. Cela disait « Éloigne-toi de mon lionceau » dans un langage que Jabari comprenait parfaitement. Jabari s'arrêta, évalua, reconnut qu'il faisait face à un vrai père protégeant une vraie progéniture et recula respectueusement. Thomas, qui fut témoin de tout l'échange, courut trouver Elena. « Tu dois voir ça. Tao vient de tenir tête à Jabari. Il a défendu son territoire. » Dans la 3e semaine, Caddy découvrit la joie du jeu au-delà de la simple attaque de son père. Le lionceau trouva un bâton et commença le jeu universel du chaton, consistant à tuer le bâton dangereux. Il sauta, il donna des coups de patte, il mordit. Et Tao, qui n'avait jamais joué comme un félin de toute sa vie, qui n'avait toujours fait que rapporter comme un chien, observa attentivement son fils. Puis, se déplaçant instinctivement, Tao abaissa son corps massif en position accroupie. Ses pattes arrière se levèrent, sa queue s'agita et il bondit. Il joua comme un lion. C'était maladroit et sans pratique, mais c'était incontestablement un comportement de jeu félin. Caddy couina de joie et bondit à son tour. Et pendant les 20 minutes suivantes, père et fils se roulèrent et luttèrent dans l'herbe, tandis qu'Elena regardait les images enregistrées encore et encore, incapable de croire ce qu'elle voyait. Tao apprenait à être un lion en enseignant à son fils à être un lion. L'élève devenait le professeur en étant le parent. Mais la vraie transformation, le moment où tout s'est définitivement mis en place, est survenu lors d'une violente tempête fin juin. Les tempêtes hivernales sud-africaines peuvent être féroces, apportant des vents qui déchirent les structures et une pluie qui bat comme des poings. Le tonnerre secoue la terre.
Les éclairs illuminent le monde par de brefs flashs terrifiants. Kazi, âgé de seulement 6 semaines, n'avait jamais rien connu de tel. Le premier coup de tonnerre le plongea dans une panique absolue. Il pleura avec une véritable terreur, son petit corps tremblant de manière incontrôlable. Tao s'enroula immédiatement autour de lui, essayant de le protéger de son corps. Mais le tonnerre revint, plus fort, et la peur de Kazi ne fit que s'intensifier. Il hyperventilait, émettant des sons de détresse qui perçaient même le grondement de la tempête. Tao essaya tout ce qu'il savait. Il lécha Kazi frénétiquement, essayant de le calmer. Aucun effet. Il essaya de presser le lionceau plus fort contre son corps. Aucun effet. Il regarda désespérément autour de lui comme s'il espérait que Michael ou Sarah ou Elena apparaîtraient et lui diraient quoi faire. Personne ne vint. Il était seul avec son fils terrifié, et il ne savait pas comment arranger cela. Un autre éclair fendit le ciel, suivi immédiatement par un tonnerre si fort qu'il vibrait dans la poitrine. Kazi hurla et quelque chose d'ancien, quelque chose d'enfoui sous 3 ans de confusion et de conditionnement humain, quelque chose qui dormait depuis la mort de sa mère quand il avait 3 semaines, se réveilla soudainement dans Tao. Il ouvrit la gueule et il rugit. Ce n'était pas un rugissement d'agression ou de territoire ou de dominance. C'était un rugissement de protection. C'était un rugissement qui disait « Je suis là, tu es en sécurité. Je suis ton père et rien dans cette tempête ou ce monde ne te fera de mal tant que je respirerai. » Le rugissement résonna à travers le sanctuaire, puissant et primitif, perçant le tonnerre lui-même. Chaque lion à portée de voix l'entendit. Ils l'entendirent et comprirent. Ce n'était pas le lion confus et silencieux qu'ils avaient écarté. C'était un père défendant son enfant. Kazi cessa de pleurer instantanément. Sa petite tête sortit de l'endroit où il l'avait enfouie dans la fourrure de Tao. Ses yeux bleus, grands d'émerveillement, fixèrent son père. Et quelque chose dans ses yeux disait « Je le savais, je savais que tu étais fort. Je savais que tu pouvais me protéger. Il fallait juste que tu te souviennes. » Le lionceau pressa son petit visage contre la crinière de Tao, se blottit profondément dans la chaleur et la sécurité, et s'endormit juste comme ça, la peur transformée en sécurité absolue parce que son père avait parlé. Tao resta là sous la pluie, son corps abritant Kazi du pire. Sa crinière trempée et lourde, ses yeux brillants d'un quelque chose qui ressemblait à un éveil. Il rugit à nouveau, plus doucement cette fois, presque comme s'il testait cette nouvelle voix. Cela semblait juste. Cela semblait être quelque chose qui lui avait manqué toute sa vie sans savoir ce qui lui manquait. Il sentit le son gronder de sa poitrine, le sentit vibrer dans ses os, le sentit annoncer à tout ce qui l'entourait. « Je suis là, et ce qui est à moi est à moi. » Quand le matin arriva et que la tempête fut passée, Thomas arriva pour les vérifier et trouva Tao assis droit, sa crinière encore humide, mais séchant au soleil levant, avec Kazi étendu sur ses pattes avant, dormant paisiblement. Tao regarda Thomas avec une expression complètement nouvelle. Il n'y avait plus de confusion, pas de supplication pour des conseils, pas d'incertitude. Ses yeux disaient « Je sais qui je suis maintenant. Je suis un père. Je suis un lion. Et je ferai ce que les lions font. Je protégerai mon fils. » Les changements s'accélérèrent à partir de là. À 8 semaines, Kazi était fort, en bonne santé et infiniment curieux du monde. Il voulait explorer au-delà de leur zone immédiate. Tao, qui n'avait jamais exploré volontairement son territoire en 4 mois au sanctuaire, devint soudainement un guide touristique. Il menait Kazi lors d'expéditions prudentes, gardant toujours le lionceau près de lui, se positionnant toujours entre Kazi et tout ce qui était potentiellement dangereux. Lorsque Kazi essayait de s'éloigner trop, Tao le saisissait délicatement par la nuque et le ramenait. Lorsque Kazi se fatiguait, Tao s'allongeait et laissait le lionceau monter sur son dos pour rentrer.
Ce n'étaient pas des comportements appris. Personne n'avait enseigné cela à Tao. C'était un pur instinct, enfin autorisé à faire surface parce que quelqu'un avait besoin qu'il soit exactement ce qu'il n'avait jamais appris à être. Les autres lions du sanctuaire commencèrent à considérer Tao différemment. Jabari, qui s'était initialement approché par curiosité, gardait maintenant une distance respectueuse du territoire de Tao. Lorsque deux jeunes mâles devinrent trop turbulents près de la zone où Tao et Kazi se reposaient, Tao se leva et leur rugit dessus. Ils reculèrent immédiatement. La dynamique sociale était claire. Tao ne dominait pas toute la fierté. Il ne voulait pas l'être, mais il était absolument dominant sur son petit territoire et son plus petit-fils, et chaque lion reconnaissait ce droit. Il avait trouvé sa place dans la hiérarchie, non par la lutte, mais par la légitimité indéniable de la paternité. Elena documenta tout de manière obsessionnelle. Elle envoya des mises à jour à des spécialistes du monde entier qui suivaient le cas de Tao. Les réponses variaient de sceptiques à étonnés. Certains soutenaient que Tao ne faisait que mimer des comportements qu'il observait chez d'autres lions maintenant qu'il avait une motivation. D'autres suggéraient que la présence du lionceau avait créé des changements hormonaux qui avaient débloqué des instincts dormants. Elena ne se souciait pas du mécanisme, elle se souciait du résultat. Tao était vivant d'une manière qu'il n'avait jamais été auparavant. Il mangeait avec enthousiasme maintenant, ayant besoin d'énergie pour suivre son fils de plus en plus actif. Il explorait son territoire, marquant les limites, revendiquant l'espace. Il interagissait avec les activités d'enrichissement, surtout si elles pouvaient être transformées en jeu pour enseigner à Kazi. Il avait un but. Il avait une identité. Il avait de la joie. À 10 semaines, Kazi commença à montrer de l'intérêt pour les comportements de chasse. Il s'accroupissait dans l'herbe, ses minuscules fesses frétillant, et bondissait sur les insectes, les feuilles, tout ce qui bougeait. Tao observait ses premières tentatives avec une fierté évidente. Puis un jour, Elena observa quelque chose qui la fit appeler Thomas immédiatement. Tao avait attrapé un poulet vivant, l'un des animaux proies que le sanctuaire utilisait pour l'enrichissement. Mais au lieu de le tuer lui-même, il l'avait soigneusement épinglé avec une patte et faisait un son spécifique à Kazi. Le lionceau bondit, excité. Tao relâcha légèrement le poulet, le laissant courir une courte distance, puis le recaptura avant que Kazi ne puisse l'atteindre. Il enseignait à son fils à chasser. Il démontrait le comportement de la proie, les schémas d'évasion, les techniques de capture. Tao, qui n'avait jamais chassé de sa vie, qui avait refusé de manger de la viande non préparée, enseignait spontanément des compétences de chasse à son lionceau. Thomas se tenait à côté d'Elena, observant cette scène incroyable se dérouler. Il parla doucement, ne voulant pas les déranger. « Vous savez ce que cela signifie, n'est-ce pas? Tao ne fait pas que mimer. Il ne fait pas que répondre au lionceau, il enseigne. Cela exige de comprendre ce qu'il sait, ce que Kazi ne sait pas, et comment combler cet écart. C'est une cognition de haut niveau, c'est un vrai comportement parental. » Elena hocha la tête, incapable de parler à cause de la boule dans sa gorge. Tao n'avait pas seulement appris à être un lion, elle était devenue un père dans le sens le plus profond et le plus complet de ce mot. Les semaines devinrent des mois. À 4 mois, Kazi était un jeune lion tapageur, confiant et en bonne santé. Il explorait tout, ne craignait rien et faisait absolument confiance à son père pour le protéger de tout danger. Et Tao le faisait. Quand Kazi devenait trop audacieux et s'approchait de la clôture où il pouvait voir les autres lions, Tao le bloquait physiquement, le redirigeant vers des aires de jeu plus sûres. Quand Kazi grimpait à un arbre et restait coincé, Tao se tenait en dessous, émettant des sons inquiets jusqu'à ce que le personnel vienne l'aider. Quand Kazi dormait, Tao dormait. Quand Kazi mangeait, Tao mangeait à ses côtés. Ils traversèrent leur journée comme une unité liée si étroitement que le personnel commença à les appeler Taadi, en un seul mot parce que les séparer, même par leur nom, semblait mal.
Michael et Sarah rendirent visite au 5e mois. Elena leur avait envoyé des mises à jour, mais rien ne les avait préparés à voir Tao en personne. Ils se tenaient à l'air d'observation, les mains jointes, respirant à peine tandis qu'ils regardaient leur ancien protégé jouer avec son fils sous la lumière dorée de l'après-midi. Tao les remarqua immédiatement, sa tête se leva, ses yeux se fixèrent sur eux, et pendant un long moment, personne ne bougea. Puis Kazi trébucha sur ses propres pattes et tomba de manière spectaculaire, criant de surprise plus que de douleur. L'attention de Tao se reporta instantanément sur son lionceau. Il se dirigea vers Kazi, l'examina, le lécha de manière rassurante, puis se rassit pour surveiller le jeu continu de son fils. Il ne vint pas à la clôture pour saluer Michael et Sarah. Il ne quitta pas son poste à surveiller son enfant. Son choix était clair. Sarah sanglota, les mains couvrant sa bouche. Michael la serra dans ses bras, ses propres yeux humides. « Il est heureux, » murmura Sarah. « Nous n'avons pas pu le rendre heureux, mais la paternité l'a fait. » Elena les rejoignit à la clôture, restant respectueusement silencieuse un instant avant de parler. Il avait besoin de découvrir qui il était, et Kazi le lui a montré. Parfois, nous n'apprenons pas notre identité. Nous la trouvons dans les yeux de quelqu'un qui a besoin que nous soyons exactement ce que nous sommes. Michael hocha la tête, incapable de parler. Ils observèrent pendant 1 heure de plus Tao et Kazi jouer, se reposer, explorer leur territoire ensemble. Quand ils partirent enfin, ils ne diront pas au revoir. Tao avait déjà tout ce dont il avait besoin. La question que tout le monde posait à Elena était: que se passerait-il quand Kazi grandirait? Serait-il prêt pour l'indépendance? Tao sera-t-il capable de le laisser partir? Leur lien survivrait-il à la rébellion adolescente inévitable de Kazi? Elena n'avait pas encore de réponse, mais elle avait foi. Tao avait prouvé que l'amour pouvait l'emporter sur le conditionnement, que le but pouvait éveiller des instincts dormants, que parfois les âmes les plus brisées devenaient les plus puissants guérisseurs précisément parce qu'elles comprenaient ce que signifiait être perdues. Quels que soient les défis à venir, Tao les affronterait comme il affrontait tout maintenant. En tant que père, en tant que lion, en tant qu'exactement ce qu'il était toujours censé être, mais avait besoin de son fils pour lui apprendre qu'il pouvait devenir. À 6 mois, Kazi pesait 20 kilos et possédait une confiance qui frisait l'imprudence. Il n'avait aucune idée du danger, car le danger ne l'avait jamais touché. Son père y avait veillé. Tao restait vigilant à chaque instant où ils étaient ensemble, ce qui était presque chaque instant de chaque jour. Quand Kazi grimpait trop haut, Tao se positionnait en dessous pour amortir toute chute. Quand Kazi s'approchait du point d'eau pendant les journées chaudes, Tao s'y aventurait le premier pour vérifier les dangers. Quand Kazi dormait, Tao restait éveillé, scrutant leur territoire pour toute menace. Il s'était transformé d'un animal de compagnie confus en un père dévoué si complètement que le personnel oubliait parfois qu'il était le même lion arrivé il y a 1 an, s'accrochant à la vie. Mais avec la taille et l'indépendance croissante de Kazi, venaient des questions qu'Elena ne pouvait plus reporter. Quel était l'objectif final ici? Kazi deviendrait finalement un lion adulte, potentiellement 200 kilos de muscles et d'instinct. Il aurait besoin d'espace, de défis, peut-être un jour d'une fierté à lui. Plus immédiatement, il avait besoin d'une socialisation au-delà de son seul père. Les jeunes lions apprennent des comportements cruciaux des interactions avec leur père. Les juges de combat enseignent le vrai combat. Les négociations sociales enseignent la hiérarchie. Sans ces expériences, Kazi pourrait développer des problèmes aussi problématiques que Tao l'avait été, mais de nature différente. Le sanctuaire avait 3 autres jeunes lions à peu près de l'âge de Kazi. 2 femelles nommées Zara et Nova et un mâle nommé Atlas. Ils formaient une petite fierté de célibataires, jouant et apprenant ensemble sous la supervision de 2 lionnes plus âgées qui toléraient leur pitrerie avec des degrés de patience variés. Elena les avait observés pendant des semaines, évaluant si l'introduction de Kazi à ce groupe était réalisable.
Le groupe était bien socialisé, non agressif et habitué à la présence du personnel. Si Kazi devait apprendre à être un lion parmi les lions, c'était sa meilleure chance. Le problème était Tao. Elena en discuta longuement avec Thomas et le reste de l'équipe comportementale. Tao avait fait des progrès incroyables, mais lui demander de permettre à son fils de s'intégrer à d'autres lions revenait à lui demander de revivre son propre traumatisme. Tao avait échoué à la socialisation. Il avait été terrifié par les autres lions. Projetterait-il cette peur sur Kazi? Deviendrait-il agressif en essayant de protéger son lionceau d'un danger perçu? Ou pire, la séparation forcée annulerait-elle toute la guérison que Tao avait accomplie? Il ne pouvait pas risquer de briser Tao à nouveau, mais il ne pouvait pas non plus risquer que Kazi grandisse socialement isolé. Elena décida d'une approche progressive. Il commencerait par un contact visuel, laissant Kazi voir les autres jeunes lions à distance de sécurité, avec Tao présent. Puis il passerait à des rencontres le long de la clôture où les lionceaux pourraient interagir à travers une barrière. Ce n'est que si ces étapes se déroulaient bien qu'ils envisageraient une intégration réelle. Cela prendrait des mois. Mais Tao et Kazi lui avaient déjà appris que la patience et le respect de leurs liens produisaient des miracles. La première introduction visuelle eut lieu par un matin chaud d'octobre. Elena conduisit Tao et Kazi vers une zone d'observation qui donnait sur le territoire où Atlas, Zara et Nova jouaient. C'était assez loin pour qu'il n'y ait pas de menace directe, mais assez proche pour que Kazi puisse clairement voir les autres jeunes lions se rouler et se battre dans l'herbe. La réaction de Kazi fut immédiate et enthousiaste. Il se tint sur ses pattes arrière, les pattes avant sur la clôture, émettant des sons excités. « Regarde, père, d'autres comme moi. Plus de lionceaux. Pouvons-nous jouer? » Tout son corps vibrait du désir de les rejoindre. La réaction de Tao fut l'inverse. Il devint rigide. Ses oreilles se rabattirent. Un son grave gronda dans sa poitrine. Pas tout à fait un grognement, mais certainement un avertissement. Ses yeux se fixèrent sur les autres lions avec une intensité qu'Elena reconnut instantanément. Ce n'était pas de l'agression, c'était de la peur. Tao se souvenait de ses propres introductions ratées, de sa propre terreur, de son propre traumatisme, et il voyait ces créatures dorées comme des menaces potentielles pour son fils. Il se positionna entre Kazi et la clôture, bloquant la vue du lionceau, essayant de le détourner. Non, pas eux. Danger. Nous restons ici. Nous restons ensemble. Nous restons en sécurité. Kazi, confus par la réaction de son père, essaya de contourner Tao pour revoir. Tao le bloqua plus fermement. Le lionceau gémit de frustration. Elena décida d'interrompre la session immédiatement. Ils avaient appris ce qu'ils devaient savoir. Kazi était intéressé et sans peur. Tao était terrifié et protecteur. Ce serait encore plus compliqué qu'elle ne l'avait prévu. Au cours du mois suivant, Elena travailla avec Tao plus intensément que depuis son arrivée. Elle passa des heures simplement assise avec lui et Kazi, près de la zone d'observation, sans forcer l'interaction, permettant simplement à Tao d'observer les autres lionceaux à distance, là où ils se sentaient en sécurité. Elle amena Thomas, en qui Tao avait une profonde confiance. Ensemble, ils montrèrent à Tao, par leur propre comportement calme, que ces autres lions n'étaient pas des menaces. « Regarde, Tao, nous n'avons pas peur. Ils sont jeunes, ils sont en sécurité. Ton fils serait en sécurité avec eux aussi. » Progressivement, de manière incrémentale, la posture rigide de Tao s'adoucit. Il cessa d'essayer de bloquer la vue de Kazi. Il permet au lionceau de regarder les autres jouer, bien qu'il restât pressé contre le flanc de Kazi, prêt à intervenir au moindre signe de danger. Le déclic se produisit de manière inattendue. Atlas, le jeune mâle de la meute de célibataires, se disputa avec l'une des lionnes plus âgées. C'était une discipline typique, rien de grave. Mais Atlas glapit de manière dramatique lorsque la lionne plus âgée le plaqua brièvement avant de le relâcher. Le son parvint clairement à Tao et Kazi qui regardaient,
Et Tao réagit. Il se leva, son corps tendu, ses yeux fixés sur Atlas, mais il ne montra pas de peur. Il montra de l'inquiétude. Ce cri ressemblait au cri de Kazi quand il était blessé. Ce jeune lion était le fils de quelqu'un. Et juste un instant, Tao comprit cette vérité. Ce n'étaient pas des monstres extraterrestres. C'étaient des lionceaux, les enfants de quelqu'un, peut-être pas si différents du sien. Elena saisit le moment. Elle parla à Tao d'une voix calme et ferme à laquelle il répondait le mieux. C'est Atlas, Tao. Il apprend tout comme Kazi apprend. Il a des amis. Il joue. Il est en sécurité. Kazi pourrait être en sécurité avec lui aussi. Tao la regarda, puis Kazi, puis de nouveau les autres lionceaux. Quelque chose dans son expression changea. Ce n'était pas encore de l'acceptation, mais c'était de la considération. Il se rassit, tira Kazi près de lui et continua à regarder. Mais la terreur rigide avait disparu, remplacée par quelque chose qui ressemblait presque à de la contemplation. Les rencontres le long de la clôture commencèrent en novembre. Ils installèrent une zone où Kazi et les autres lionceaux pouvaient interagir à travers une barrière solide. Tao restait présent mais légèrement en arrière, supervisé par Thomas, en qui il avait confiance. La première rencontre dura exactement 90 secondes avant que Tao n'intervienne, se glissant entre Kazi et la clôture, insistant pour qu'il parte. Mais 90 secondes, c'était plus que 0 secondes. La deuxième rencontre dura 5 minutes. La troisième dura 15. Chaque fois, Kazi devenait plus excité, plus désireux de jouer avec ses autres lions. Chaque fois, Tao devenait légèrement moins protecteur, légèrement plus disposé à laisser son fils explorer cette nouvelle dynamique sociale. En décembre, quelque chose de remarquable se produisait pendant ces sessions le long de la clôture. Les lionceaux jouaient à travers la barrière, se frappant, faisant des sons de jeu, communiquant, et Tao enseignait à Kazi comment interagir de manière appropriée. Lorsque Kazi devenait trop agressif dans son jeu, Tao le corrigeait doucement, démontrant des techniques plus douces. Lorsque Kazi devenait trop soumis, Tao l'encourageait à être plus audacieux. Tao préparait son fils à la socialisation en utilisant des connaissances qu'il n'avait jamais consciemment apprises, mais qu'il comprenait en quelque sorte dans ses os maintenant qu'il devait les transmettre. La première introduction physique réelle fut prévue pour fin décembre, lorsque Kazi aurait 10 mois. Elena la planifia méticuleusement. Ils utiliseraient le plus grand territoire neutre. Seul Atlas serait introduit initialement, car il était le plus social et le plus doux des 3 lionceaux. Plusieurs membres du personnel seraient présents mais positionnés de manière non intrusive. Tao serait autorisé à rester en vue, mais pas dans la zone d'interaction immédiate. Si quelque chose tournait mal, il pourrait séparer les lionceaux instantanément. Le matin de l'introduction, Tao était différent. Elena le remarqua immédiatement lorsqu'elle arriva pour les récupérer. Il toilettait Kazi plus minutieusement que d'habitude, accordant une attention particulière à la crinière du lionceau, qui commençait tout juste à se développer. Il préparait son fils, s'assurant qu'il ait l'air fort, en bonne santé, présentable. C'était un comportement qu'Elena n'avait vu que chez les lionnes mères, avant d'envoyer les lionceaux pour leur première chasse indépendante. Tao savait que quelque chose d'important se passait aujourd'hui, et au lieu de paniquer, il s'assurait que Kazi était prêt. Ils marchèrent ensemble vers le territoire neutre. Tao maintenait sa position protectrice habituelle à côté de Kazi. Mais quand ils arrivèrent et que Tao vit la disposition, il s'arrêta. Il regarda Elena, il regarda Thomas, il regarda le grand espace où Kazi rencontrerait Atlas, et il regarda son fils qui vibrait d'excitation. Tao fit un son grave et complexe qu'aucun d'eux ne put tout à fait interpréter. Puis il marcha délibérément jusqu'à un endroit à 30 mètres et s'assit. Son message était clair. Je regarderai, je serai là s'il a besoin de moi ici, mais c'est son moment. Je le laisse partir. Elena dut se détourner pour cacher ses larmes. Thomas lui serra l'épaule. Nous devrions embouteiller ce moment, murmura-t-il.
Si nous pouvions enseigner aux autres parents ce que Tao vient de comprendre, nous résoudrions la moitié des problèmes du monde. Atlas fut amené de l'autre côté. Au moment où il vit Kazi, tout son langage corporel se transforma en une invitation ludique. Kazi répondit instantanément. Ils s'approchèrent l'un de l'autre avec la curiosité prudente de jeunes animaux rencontrant des amis potentiels. Ils se reniflèrent, ils tournèrent en rond. Puis Atlas s'inclina en signe de jeu et Kazi comprit immédiatement. Ils commencèrent à lutter doucement au début. Puis, avec un enthousiasme croissant, ils étaient de taille et d'habileté égales. Ils se roulèrent. Ils se plaquèrent et se relâchèrent. Ils firent les sons joyeux des jeunes lions découvrant la joie du jeu entre pairs. Tao regarda depuis sa position. Ses muscles étaient tendus, prêts à se lancer si nécessaire. Mais il ne se lança pas. Même lorsque Kazi fut violemment renversé et glapi, même lorsque Atlas devint trop rude et que Kazi dut établir une limite, il resta en place, faisant confiance à son fils pour gérer ses interactions normales. Ses yeux ne quittèrent jamais Kazi, mais son langage corporel disait « Je te fais confiance. Je t'ai appris. Tu peux le faire. » La session dura 1 heure. À la fin, Kazi et Atlas jouaient comme des frères de portée. Quand Elena signala qu'il était temps d'arrêter, Kazi protesta en fait. Il ne voulait pas quitter son nouvel ami. Mais quand Tao se leva et l'appela avec un son spécifique, Kazi courut immédiatement vers son père. Il se frotta contre les pattes de Tao, bavardant avec enthousiasme de son aventure. Tao le renifla soigneusement, vérifiant les blessures, se rassurant que son fils allait vraiment bien. Puis il lécha la tête de Kazi, le toiletta brièvement, et ils rentrèrent ensemble. Kazi bondissait toujours d'énergie, tandis que Tao se déplaçait avec la satisfaction épuisée d'un parent qui avait survécu au premier jour d'école de son enfant. Les introductions se poursuivirent au cours des mois suivants. À 14 mois, Kazi jouait régulièrement avec Atlas, Zara et Nova. Il avait appris les compétences sociales, les compétences de combat, la négociation hiérarchique. Il avait appris que les autres lions étaient des amis, pas des menaces. Et surtout, il avait appris que son père serait toujours là quand il rentrerait à la maison, fier et accueillant, même s'il accordait progressivement plus d'indépendance à Kazi. Tao avait compris la partie la plus difficile de la parentalité. Lâcher prise tout en restant présent. Donner la liberté tout en assurant la sécurité. Faire confiance à ce qu'il avait enseigné à son fils pour le garder en sécurité dans le monde au-delà de la protection immédiate du corps d'un père. À 18 mois, Kazi commença à passer quelques nuits avec la fierté de célibataire. La première nuit que Tao passa seul fut dévastatrice pour tous ceux qui en furent témoins. Il faisait les 100 pas. Il appela Kazi à plusieurs reprises. Il dormit à peine. Mais lorsque Kazi revint le lendemain matin, sale et heureux et plein d'histoires que Tao ne pouvait pas comprendre mais qu'il écoutait clairement avec attention, quelque chose s'apaisa en Tao. Son fils grandissait. Son fils avait besoin d'autres lions. Son fils avait besoin de devenir indépendant. Et c'était bien, c'était sain, c'était ce que de bons pères permettaient. Au moment où Kazi eut 2 ans, il partageait son temps à peu près également entre son père et son groupe de pères. Mais tous les quelques jours, il cherchait spécifiquement Tao. Ils passaient un après-midi ensemble, juste les deux, se reposant à l'ombre comme lorsque Kazi était petit. Kazi dormait la tête sur le dos de Tao, et Tao restait parfaitement immobile, savourant ces moments de pure paternité qu'il savait devenir plus précieux à mesure qu'ils devenaient plus rares. Elena documenta les résultats à long terme dans ses articles de recherche. Tao avait maintenu tous ses changements comportementaux positifs. Il était en bonne santé, sociable avec les humains appropriés, respectueux des autres lions, engagé avec son environnement. Plus remarquablement, il ne montrait aucune de ses dépressions précédentes. Il avait un but qui dépassait la présence constante de Kazi. Il avait une identité. Il savait qui il était un père.
Cette identité ne disparaissait pas lorsque son fils n'était pas physiquement à ses côtés. Elle était permanente. Elle était essentielle. Elle était guérie. Kazi devint un magnifique jeune lion, confiant mais pas agressif, social mais loyal, indépendant mais toujours profondément lié à son père. Il n'avait pas les dommages psychologiques qu'Elena avait craints. Il avait la sécurité d'avoir été élevé par quelqu'un qui l'aimait absolument et lui avait enseigné tout ce dont il avait besoin pour survivre en tant que lion, bien qu'il n'ait jamais appris ces choses lui-même. Tao avait brisé le cycle. Il avait transformé sa propre confusion et son traumatisme en sagesse qu'il transmit à son fils. Il s'était assuré que Kazi n'aurait jamais à apprendre ce que signifiait être perdu parce que Tao serait toujours sa boussole pour le ramener à la maison. Par un après-midi doré, 3 ans après la première rencontre de Tao et Kazi, Michael et Sarah firent une dernière visite. Ils se tenaient à l'air d'observation, regardant Tao se reposer sous son arbre préféré tandis que Kazi, désormais adulte et magnifique, jouait avec la fierté de célibataire au loin. Occasionnellement, Kazi regardait en arrière vers son père, vérifiant, s'assurant que Tao était toujours là, et Tao levait la tête, rencontrait les yeux de son fils à travers la distance, et le message était clair. « Je te vois, je suis là, tu es en sécurité, va jouer. » Sarah parla doucement, sa voix chargée d'émotion. Nous lui avons donné tout ce que nous pouvions, mais ce n'était pas ce dont il avait besoin. Michael hocha la tête. Il avait besoin de donner, pas de recevoir. Il avait besoin de quelqu'un qui ait besoin de lui. Il avait besoin de découvrir un but. Elena, debout à leur côté, ajouta sa propre observation. Tao était perdu parce qu'il ne connaissait pas sa place dans le monde. Kazi ne lui a pas seulement donné un but. Kazi lui a donné une identité. Être nécessaire lui a appris qui il était. Être un père lui a montré comment être un lion, car les lions, au fond d'eux, protègent les leurs. Une fois que Tao a eu quelqu'un à protéger, tout le reste a suivi. Ils regardèrent en silence confortable, tandis que la lumière de l'après-midi devenait dorée, puis ambrée, puis orange profonde. Kazi termina de jouer et trotta vers son père. Il était trop grand maintenant pour dormir sur le ventre de Tao, mais il s'installa à ses côtés, assez près pour le toucher. Tao posa une patte massive sur l'épaule de son fils, un geste d'affection et de protection qui était devenu leur signature. Ils se reposèrent ainsi alors que le soleil se couchait, père et fils, deux âmes qui s'étaient sauvées l'une l'autre en s'enseignant ce que ni l'une ni l'autre n'avaient été enseignées. Mais toutes deux le savaient d'une manière ou d'une autre, quand cela comptait le plus. Thomas trouva Elena alors qu'elle s'apprêtait à partir pour la soirée. « Savez-vous quel est le vrai miracle ?» demanda-t-il. Elle se tourna vers lui, curieuse. Ce n'est pas que Tao ait appris à être un lion, bien que ce soit remarquable. Le vrai miracle, c'est qu'une créature qui n'a jamais reçu une éducation parentale appropriée ait su comment la donner. D'où cela venait-il? Comment l'a-t-il su quoi faire? Elena réfléchit longuement avant de répondre. L'amour est instinctif. Nous pensons qu'il doit être enseigné, mais peut-être a-t-il juste besoin d'être éveillé. Tao aimait Michael et Sarah même s'il ne pouvait pas lui donner ce dont il avait vraiment besoin. Cet amour était déjà en lui. Kazi lui a juste montré comment l'exprimer d'une manière qui avait du sens. L'amour a trouvé sa forme appropriée. C'est tout. C'est tout. Alors que l'obscurité tombait sur le sanctuaire Wild Heart, Tao et Kazi dormaient paisiblement côte à côte. Autour d'eux, les sons de la nuit africaine commençaient leur symphonie. D'autres lions s'appelaient au loin. Les insectes chantaient leur chant du soir. Le vent bruissait dans l'herbe. Et au milieu de tout cela, un lion qui avait autrefois été perdu dormait avec un sourire sur son visage. Son fils, en sécurité à ses côtés, tous deux exactement à leur place. Il avait été élevé comme quelque chose qu'il n'était pas, mais la paternité lui avait appris ce qu'il était.